Salut! Je vous propose de découvrir ensemble tous les détails de cette triste affaire. C'est en Californie que naît Lori le 31 décembre 1976. À l'âge de 4 mois, elle et son grand frère Paul seront adoptés par un couple mormon. Elle grandit donc en Californie jusqu'en 1987. Alors que Lori avait 11 ans, son frère, qui était à l'âge d'adolescence, devrait se préparer pour partir en mission. C'est un peu comme un rythme de passage chez les Mormons. Tous les jeunes hommes de 19 à 26 ans doivent partir en mission à l'étranger. Ils quittent alors leur famille pour 2 ans et durant tout ce temps, ils œuvrent pour l'Église afin d'essayer de convaincre de nouvelles personnes de leur rejoindre. Lori était une jeune fille très simple, gentille et très appréciée de toutes ses camarades. Elle était très populaire et elle avait même été élue déléguée de sa classe à plusieurs reprises. Elle était aussi une fille très sportive et qui adorait jouer au baseball. Cependant, Lori et sa maman ne roulaient pas sur l'or et pour la soutenir financièrement, parallèlement à ses études, elle avait trouvé un petit job dans un centre de lavage auto. Lori est une fille sérieuse, responsable. Elle aidait comme elle le pouvait sa maman. C'est au lycée qu'elle rencontra Mac Hacking. Tout comme elle, Mac appartenait à la communauté mormone. Il est né le 24 avril 1978 dans une grande famille. Les parents de Mark avaient eu 7 enfants. Mark avait donc 3 frères et 3 sœurs. Il était le 5e de la fratrie. Sa famille appartenait donc à l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours. La religion était très importante pour eux. Son père était un pédiatre très renommé et apprécié dans la communauté, ce qui confère à la famille une certaine aura sociale. De plus, les revenus confortables de son père permettaient à la famille de ne manquer de rien. Ainsi, ils vivaient tous dans une grande maison. Tous les enfants étaient brillants. Ils avaient chacun leur talent et leurs points forts dans le domaine de prédilection. La famille accordait beaucoup d'importance à l'image qu'ils renvoyaient au sein de la communauté. C'était important pour eux d'être une famille reconnue et appréciée. Mac était un petit garçon avec de jolies boucles rouges, des taches de rousseur et il ne passait pas inaperçu. C'était un petit garçon très actif. Il avait besoin de se dépenser. C'était pas le genre de petit garçon à rester enfermé toute la journée à la maison. Lui, ce qu'il aimait, c'était de bouger, sortir. Il appréciait particulièrement les randonnées en pleine nature. Mac était un petit garçon plein de vie qui aimait particulièrement faire rire les autres et il ne manquait pas d'imagination. Il était toujours prêt à faire son intéressant pour amuser la galerie. Il était d'ailleurs décrit comme le clown de sa classe. Parfois, pour attirer l'attention, il pouvait même faire des choses stupides. Par exemple, souvent, il lui arrivait de faire croire qu'il était tombé. Du coup, il se badigeonnait de la tête aux pieds de terre ou alors se balançait sur sa chaise jusqu'à complètement basculer et ainsi faire rire tous ses camarades. Aussi, ce que vous devez savoir sur Max, c'est que dès son plus jeune âge, il avait toujours eu tendance à mentir, que ce soit pour faire rire les autres, pour éviter d'avoir des problèmes ou alors pour se rendre intéressant. De plus, sa plus tendre enfance, il avait toujours ressenti une sorte de pression. Il se devait d'être à la hauteur. Il devait être aussi performant que ses frères et sœurs. Alors, je ne peux pas vous dire si cette pression était directement exercée par ses parents ou c'est lui qui se la mettait tout seul. Mais quoi qu'il en soit, vous verrez que cela jouera un rôle dans sa personnalité et le déroulement des événements. Fidèle à lui-même, c'est en faisant son intéressant qu'il attira pour la première fois l'attention de Lori. Lori et Mac fréquentaient le même lycée, mais n'étaient pas dans la même classe, car Mac était un peu plus jeune qu'elle. Un jour, Lori et son groupe d'amis étaient partis passer la journée au bord du lac
Mac et ses amis avaient aussi eu leur côté la même idée. Le soir, les deux groupes s'étaient réunis autour d'un feu de camp et Mac, encore une fois, pour attirer l'attention, avait tenté de sortir une bûche du brasier à minuit. Et bien évidemment, il s'était brûlé. Laurie, qui était connue pour sa gentillesse, s'était gentiment proposé de le soigner et n'avait jamais vraiment fait attention à Mac. Mais le feeling passa immédiatement et les deux jeunes gens passa toute la nuit à discuter. Le lendemain matin, la magie avait opéré. Après cette soirée, ils deviennent inséparables. C'était le début de leur histoire d'amour. Aux yeux de tous, ils formaient un joli couple. Tous les deux étaient très appréciés. Laurie pour sa gentillesse et Mac pour sa bonne humeur. À 19 ans, comme tous les autres jeunes hommes mormons, Mac partit en mission, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. La mission dure généralement 2 ans et durant tout ce temps, les jeunes hommes sont sous la surveillance d'autres membres de l'Église. Ils doivent couper tous les liens avec leur famille et ne sont autorisés à leur téléphoner que lors de jours de fête comme Noël ou la fête des mères. Durant cette période particulière, mais tout au long de leur vie, ils sont soumis à un certain nombre de règles telles que ne pas fumer, ne pas boire d'alcool et ne pas regarder la télévision. La musique et le cinéma font également partie du proscrit. Seule la lecture est autorisée et durant cette période, ils n'ont pas le droit d'entrer en contact avec le sexe opposé. Au début, tout se passait pour le mieux pour Mac. De nature extravertie, il était vraiment très doué pour prendre en contact avec les gens et il réussissait mieux que les autres à convertir de nouveaux adeptes. Seulement voilà, le soir après avoir œuvré toute la journée à faire du prosélytisme pour l'église mormone, Mac était logé dans une ville universitaire entouré de plein d'autres jeunes. Pour lui, c'était une nouvelle vie, une nouvelle liberté aussi. Avec beaucoup de tentations, pour la première fois, il se retrouvait loin de sa famille, loin de leur surveillance. Il avait l'impression de ne plus ressentir toute la pression familiale. Le soir, il était juste un jeune homme parmi tant d'autres. C'est ainsi qu'il va commencer à mener une double vie. Il y avait le Mac mormon avec sa petite amie, fils d'un très respecté médecin de la communauté, très actif à l'église. Et le soir, il y avait le Mac anonyme, fêtard parmi tant d'autres jeunes qui buvaient, fumaient et avaient des aventures. Il enfreignait donc toutes les règles. Alors que Laurie, folle amoureuse de lui, l'attendait sagement à la maison, lui profitait de cette nouvelle liberté très sociable. Il s'était fait un groupe d'amis. Il sortait et draguait des filles. Et il rencontra d'ailleurs plusieurs filles, dont une avec laquelle il a eu certainement une liaison. Malheureusement pour lui, 11 mois avant la fin de sa mission, ses phrases nocturnes furent découvertes par certains autres membres de la communauté. La sanction fut immédiate. Mac fut renvoyé chez lui plus tôt que prévu. Alors là, vous devez bien vous rendre compte que lorsqu'un jeune homme mormon est renvoyé chez lui, c'est parce qu'il a échoué à sa mission. C'est une véritable honte pour la famille car cela implique que les parents n'ont pas su correctement élever le guider afin qu'il devienne un bon adulte qui respecte les règles, les préceptes de leur religion. Aussi pour éviter de jeter le discrédit à sa famille et aussi certainement pour éviter d'avoir à assumer ses écarts et ses erreurs comme il le faisait depuis son plus âge, Mac mentit à ses parents et à Laurie. Il leur raconta qu'il avait été victime d'un quiproquo. Il s'était retrouvé dans un groupe et il avait été associé injustement à eux. Et c'est la raison pour laquelle il avait été renvoyé plus tôt que prévu à la maison. Aussi gros que cela puisse paraître, ces mensonges auprès de sa famille et de Laurie passent comme une lettre à la poste. De retour chez lui, il a repris la vie comme si rien n'était et s'inscrit à l'université et continue sa relation avec Laurie.
En 1999, alors qu'elle était sur le point de terminer ses études, Laurie et Mark se marièrent. Ils avaient tout du couple idéal. Ils étaient très appréciés dans la communauté et leurs amis savaient à quel point Laurie était amoureuse de lui. Elle avait l'impression de vivre la vie dont elle avait toujours rêvé. De plus, Mark veut se faire apprécier. Il renvoyait l'image d'un petit ami et plus d'un jeune époux très attentionné. Laurie avait toujours rêvé d'épouser un homme qui l'aimerait pour ce qu'elle est et qu'il appartiendrait aussi à la communauté. Elle voulait fonder sa propre famille, avoir des enfants et tout semblait aller dans ce sens. Une vie heureuse se profilait à Laurie. Cerise sur le gâteau, sa mère appréciait beaucoup Mark. Elle voyait sa fille heureuse à ses côtés et lui savait se faire apprécier. Il était toujours présent pour sa belle-mère, prêt à l'aider à effectuer quelques petits travaux de réparation dans son appartement, prêt à aider à terminer ses mots croisés. Il semblait être le gendre idéal. Mark était d'ailleurs décrit par tous comme quelqu'un de gentil et serviable. Par exemple, c'était le genre de personne à toujours s'arrêter lorsqu'il voyait quelqu'un sur le bord de la route en panne ou quelqu'un qui avait besoin d'être secouru. Il s'occupait du catéchisme des enfants à l'église. Il était toujours très serviable et volontaire. Quelques mois après son mariage, Laurie obtient son diplôme avec mention et elle trouvera rapidement un poste d'assistant commercial. Mark lui rêvait d'être médecin comme son père. C'était de longues études aussi, alors que Laurie était à présent entrée dans la vie active. Lui était toujours étudiant. Il travaillait tout de même à temps partiel dans un hôpital local, en quelque sorte comme aide-soignant en unité psychiatrique. Ce n'était qu'un petit boulot, mais cela lui permettait d'apporter sa petite contribution au foyer. Nous arrivons donc en 2004. Mark et Laurie étaient mariés depuis environ 5 ans. Laurie travaillait toujours dans la même firme et tout semblait se passer pour le mieux dans le couple. Mark, lui qui était à présent âgé de 26 ans, était toujours étudiant. Et c'est d'ailleurs cette année-là qu'il obtient enfin son diplôme, lui permettant d'entrer à l'université de médecine. À présent, il allait enfin pouvoir réaliser son rêve et c'est en Caroline du Nord qu'il avait été admis à l'école de médecine pour y étudier l'oncologie. Toute sa famille était ravie pour lui, tout le monde savait que c'était son rêve. Laurie, qui le soutenait toujours, était partagée entre plusieurs sentiments. D'un côté, elle savait que c'était le rêve de Mark qui se réalisait, mais d'un autre côté, elle était assez très triste de devoir quitter son état. C'est là qu'elle avait ses amis, sa famille, son travail, toute sa vie était là. Le grand déménagement arrivait à grands pas et le couple avait prévu une fête et comme un bonheur n'arrive jamais seul, Laurie venait de découvrir qu'elle était enceinte. Mark en était ravi. Tout allait donc pour le mieux pour le couple. Ils s'apprêtaient à prendre un virage décisif dans leur vie. Mais alors qu'elle vivait ses derniers jours dans un boulot apprécié, il se passait un petit incident. Le 16 juillet, elle passa un coup de téléphone qui va la bouleverser. Ce jour-là, elle va quitter son travail plutôt que prévu en pleurs sans donner d'explication. Ses collègues de travail furent assez surpris et inquiets car ce n'était absolument pas dans ses habitudes. Mais personne n'a su ce qui s'est réellement passé. 2 jours plus tard, le couple qui a donc organisé une grande fête pour célébrer leur départ pour la Caroline du Nord et les collègues de travail de Laurie furent rassurés de la voir souriante et heureuse. Le lendemain de la fête, vers 10h07, Mark contacte la police. Il était inquiet. Ce matin-là, sa femme s'était rendue au Memory Park pour y faire son jogging, mais elle n'était pas revenue. Il avait donc alors tenté de la contacter. Ça a contacté sa mère, ses collègues de bureau, mais personne ne l'avait vue. Sa voiture fut rapidement retrouvée sur un parking
proche du lieu où elle était censée courir, mais aucune trace de Laurie. Mark, très inquiet, cela ne ressemblait absolument pas à Laurie. De plus, elle était enceinte et elle n'aurait jamais manqué son travail sans prévenir. Il appelait donc les policiers à 10h30 pour signaler officiellement sa disparition. Les policiers commencent immédiatement leur enquête et ils se rendit au domicile familial pour examiner la maison et les alentours. Ils remarquèrent immédiatement plusieurs faits troublants. Déjà, premièrement, ils se rendirent rapidement compte que le sac à main de Laurie est toujours présent chez elle avec tous ses papiers d'identité à l'intérieur. Toutes les femmes qui me regardent, je pense, seront d'accord pour dire que nous les femmes, nous sortons rarement, voire jamais sans notre sac à main. D'autant plus que lorsqu'on doit prendre la voiture. Alors c'est vrai que ça peut arriver, mais c'est rare. C'était là le premier drapeau rouge. En fouillant un peu plus dans la maison, ils vont remarquer également que l'alliance de Laurie était toujours sur la commode. Les enquêteurs se demandaient alors pourquoi l'avait-elle retirée pour aller faire son jogging. Alors c'est vrai que ce sont les choses qui arrivent, mais dans ces circonstances-là et avec toutes les autres preuves qu'ils vont découvrir, cela constituant le second drapeau rouge. Les enquêteurs vont également retrouver ses clés de voiture. Alors, comment se faisait-il que sa voiture a été retrouvée sur un parking alors que ses clés étaient toujours à son domicile? En examinant la voiture de Laurie, les policiers vont constater également que le siège conducteur avait été reculé, comme si une personne de grande taille avait été la dernière personne à la conduire. Cela leur semblait tout de suite suspect car Laurie était plutôt de taille petite. Au domicile du couple, ils trouvaient également de nombreuses autres choses suspectes, notamment une lettre écrite par Laurie qui est inquiétant, un peu plus que les enquêteurs. Le joli couple que formaient Mark et Laurie semblait rencontrer de problèmes. En effet, sur la lettre, Laurie avait écrit « Je veux vieillir avec toi, mais je ne peux pas le faire dans ces conditions. Je ne peux pas imaginer ma vie sans toi, mais si les choses ne changent pas, je demanderai le divorce. » De plus, dans la maison, plus particulièrement dans la salle de bain, était propre comme si quelqu'un venait de faire le ménage. Ça sentait encore la javel, mais c'est dans la chambre du couple que les enquêteurs firent la troublante découverte. En effet, ils constatent qu'il y avait un nouveau matelas sur le lit, ainsi que de nouveaux draps, ce qui met immédiatement la puce à l'oreille des enquêteurs. C'est que les draps étaient encore pliés comme s'ils venaient d'être sortis de leur emballage. Dans la voiture de Mark, ils retrouvèrent une facture pour ce fameux matelas et qui, grâce à cette dernière, il put déterminer que Mark avait acheté le matelas le jour même à 10h23, ce qui signifie qu'il avait acheté ce dernier exactement 16 minutes après avoir signalé la disparition de sa femme. Vous conviendrez que c'est assez curieux, qui, alors que sa femme vient de disparaître, va dans un magasin pour y acheter un matelas et des draps au lieu de la rechercher. Également, sur la table de chevet, ils vont retrouver un couteau de chasse avec des traces de sang. Mais Mark avait toujours une explication pour chaque chose. Le couteau de chasse, c'était un couteau qu'il avait récemment utilisé et qu'il avait laissé sur la table de chevet. En ce qui concerne le matelas, il racontait aux enquêteurs que quelques jours auparavant, Laurie avait eu ses règles et qu'elle avait taché le matelas. Aussi, il avait décidé de le changer. Il racontait alors avoir jeté le matelas taché dans une benne à ordures. Il y avait quelques jours de cela et lorsque les enquêteurs lui demandaient justement où est-ce qu'ils allaient dormir entre-temps, eh bien, Mark leur répondit que tous les deux avaient dormi sur le sommier sans aucun matelas. Bien évidemment, les enquêteurs ne crurent pas un seul mot de ce qu'il racontait. Tous les soupçons étaient à présent tous vers Mark. Les médias s'emparèrent de l'affaire et Mark fut dans un premier temps soutenu par toute la communauté. Il fit même des apparitions à la télé. Des jours passent et Laurie était toujours introuvable.
Les enquêteurs étaient à présent persuadés que Mac n'était pas étranger à la disparition de sa femme. L'analyse médico-légale confirma que les traces de sang retrouvées sur le couteau de la chambre à coucher appartenaient bel et bien à Lori. De plus, en examinant la voiture de Mac, il retrouvait des traces de sang de son épouse à l'intérieur. En cherchant dans les différents bennes du quartier, les enquêteurs réussissent également à retrouver le matelas jeté par Mac dans une benne se situant à quelques pâtés de maison du domicile du couple. Le plus inquiétant est que ce matelas avait été en partie découpé. Toute une partie du matelas avait été retirée. Les taux étaient lentement en train de se resserrer autour de Mac. C'est alors que durant l'enquête, la police reçut un appel leur signalant qu'un homme nu déambulait près d'un motel. En arrivant sur les lieux, les policiers retrouvèrent Mac entièrement nu. Il ne portait que ses sandales. Il semblait délirant. Il fut donc amené et interné dans un hôpital psychiatrique pendant ce temps. Pendant ce temps-là, la police continuait à rechercher les preuves. Il n'avait donc pas de corps. Sans corps, il ne pouvait pas prouver qu'il y avait eu meurtre. Il entreprit donc de fouiller un petit peu plus dans le passé de Mac et ils y firent de troublantes découvertes. Dans un premier temps, ils découvrent que Mac n'avait jamais été inscrit à l'université de médecine. Cela faisait 2 ans qu'il avait abandonné ses études. Il semblait donc avoir menti à sa femme et aussi à sa famille. Et ce depuis de nombreuses années. Quand ces révélations furent publiques, ce fut un véritable choc pour toute l'opinion publique. Les amis et la famille étaient sous le choc. Ils avaient toujours soutenu Mac et n'avaient jamais cru à toutes ces rumeurs qui avaient couru à son sujet. Mais à présent, il avait des doutes. Mac, lui, de son côté, était toujours interné en hôpital psychiatrique et les policiers pensaient qu'il avait fait exprès pour se faire passer pour un fou. D'ailleurs, il ne fut pas illusion bien longtemps. Les différents experts qui l'examinèrent conclurent à cet épisode de folie que c'était juste une simulation de Mac. En effet, s'il avait vraiment fait un épisode délirant, il n'aurait pas pensé à remettre ses chaussures après s'être entièrement déshabillé pour courir dans la rue. 2 frères de Mac décident de se rendre à l'hôpital et lui dire « Nous avons besoin de connaître la vérité. Que s'est-il vraiment passé ?» Et c'est alors que Mac craqua et confessa tout à ses frères. Depuis toutes ces années, il avait menti. Il avait menti à sa femme, mais il avait aussi menti à sa famille, à tous ses amis en menant une double vie. Marc avait abandonné ses études il y avait plus de 2 ans. Depuis 2 ans, il vivait une vie de mensonge. Il mentait à tout le monde, à sa femme ainsi qu'à sa famille. Tous les matins, il faisait semblant de partir à l'université et se préparait ses affaires. Il mettait des livres dans son sac et partait sur le campus. Lorsque Lori partait travailler, il revenait à la maison et passait sa journée à jouer à des jeux vidéo pour rendre son mensonge plus crédible. Le soir, il faisait semblant d'avoir passé une dure journée et il s'enfermait même parfois pour travailler sur ses cours. Il arrivait aussi parfois de donner rendez-vous à Lori sur le campus pour sa pause déjeuner. Durant de longues années, il s'était donné beaucoup de mal pour faire vivre ses mensonges. Il menait carrément une double vie. Alors, vous allez me dire comment se fait-il qu'il a obtenu son diplôme s'il avait abandonné ses études il y a 2 ans. Eh bien, là aussi, c'était un mensonge. Le jour de la remise officielle du diplôme, Mac était malade. En réalité, il avait pris des médicaments qui lui avaient provoqué des vomissements et il avait dit à sa femme et à sa famille qu'il était bien trop malade pour se rendre à l'université pour la remise des diplômes. Et sa famille l'avait cru. Il avait même organisé quelques jours plus tard une petite cérémonie en famille pour célébrer ce grand événement. Et à cette occasion-là, il s'était fait prendre en photo avec la robe et le chapeau, comme s'il avait véritablement reçu son diplôme universitaire. Il avait même poussé le vice en organisant des mois précédents différents voyages dans tous les États-Unis pour soi-disant passer des entretiens pour des universités de médecine. Et devinez qui finançait tous ces voyages? Eh bien, c'était Lori.
C'est elle qui rapportait la quasi-totalité des revenus du foyer. Par conséquent, c'est elle qui lui permettait d'acheter des billets d'avion, des nuits d'hôtel et qui assurait tous les frais. Elle croyait en son mari, en leur couple et elle n'hésitait pas, en se disant que lorsqu'il aurait enfin obtenu son diplôme, les choses s'inverseraient. Cependant, Laurie avait découvert la vérité. Le 16 juin, alors qu'elle préparait activement son départ pour la Caroline du Nord, elle appelait l'université pour prendre des informations sur les aides financières qu'il proposait. Mais l'université lui répondit qu'il ne connaissait aucun Mark Hacking et qu'il n'y avait personne de ce nom inscrit chez eux. En réalité, il n'y avait même aucune personne à ce nom qui avait postulé. Laurie était totalement sur le choc. C'est tout son monde qui s'écroule. Qu'est-ce que cela signifie? En réalité, vous l'avez compris, c'était là le fameux appel qu'elle avait passé à son travail juste avant de partir en pleurant sans donner d'explication. Lorsqu'elle rentrait à la maison, elle se confronta directement avec Mac et celui-ci mit tout en bloc. Il y avait sûrement une erreur informatique. Une conclusion, il tente de rassurer Laurie en lui disant qu'il allait s'occuper de tout cela. Mais Laurie connaissait très bien son mari. Elle savait qu'il avait tendance à mentir et elle décida tout de même de creuser un petit peu plus pour voir ce qu'il en était réellement. Et en se penchant, elle va découvrir toute la vérité. Laurie était sous le choc de toutes ces découvertes. Mais malheureusement, sans le savoir, elle était aussi prise dans cet engrenage fatal. Alors que Mac n'était absolument pas inscrit à l'université, il avait planifié de déménager en Caroline du Nord. Elle avait donné son préavis à son travail. Elle avait même raconté à toutes ses amies, sa famille, qu'ils allaient déménager. Et le pire, c'est que leur fête d'adieu allait avoir lieu le jour suivant. Aussi, elle décide de n'en parler à personne et de sauvegarder leur apparence. Et c'est lors de la fête d'adieu que Laurie ne va rien laisser transparaître. Elle était joyeuse comme à son habitude et même si certaines personnes avaient remarqué que par moments elle semblait être préoccupée, tout le monde se disait que c'était sûrement la perspective du déménagement et de ce changement de vie qui occupait son esprit. Mais le soir, une fois la fête finie, Laurie n'en pouvait plus. C'est là qu'une violente dispute éclata entre elle et Mac. Et elle lui dit qu'elle n'en pouvait plus. Si les choses ne changeaient pas, elle demandera le divorce. Après lui avoir donné la lettre retrouvée plus tard par les enquêteurs, Laurie parta se coucher dans sa chambre. Mark, lui, avait très mal pris les reproches et l'ultimatum que Laurie venait de lui mettre. Tout l'univers mensonger qui s'était construit risquait de s'effondrer et il ne pouvait pas se le permettre. Il était donc dans une colère monstrueuse et décidait de la faire payer elle aussi. Alors qu'elle dormait paisiblement dans son lit, et je vous le rappelle, alors qu'elle était enceinte de 5 semaines, il prit son arme et entra dans la chambre sans bruit. Là, il s'avança lentement près du lit dans lequel dormait sa femme. Il pointe l'arme à l'arrière de la tête de celle-ci et il tire. Il avoua alors à ses frères qu'il avait fait cela pour protéger sa fausse vie mensongère. Après ces terribles révélations, les frères de Mark contactèrent directement la police pour tout leur raconter. Suite à cela, il fut arrêté, mais là encore, fallait trouver le corps. Il racontait aux enquêteurs qu'il avait jeté le corps de Laurie dans une benne à ordures du quartier, alors qu'il savait que le jour même, elle allait être collectée. Le corps de Laurie se trouvait donc probablement dans une décharge publique où il y avait plus de 40 000 tonnes de déchets. Les enquêteurs entreprirent donc de retrouver le corps de la malheureuse au milieu de tout cela. Ce n'était pas une tâche facile. À plusieurs reprises, ils retrouvèrent des cheveux pensant que c'était le corps de Laurie. En réalité, c'était de simples poubelles d'un salon de coiffure. Le 1er octobre 2004, l'un des enquêteurs tombe sur une masse de cheveux frisés identique à celle de Laurie. En y regardant de plus près, il vit que c'était le reste d'un corps, mais celui-ci était très abîmé
Et ce fut que grâce à l'analyse de la mâchoire des dossiers dentaires qu'ils réussirent à identifier le corps comme étant celui de la pauvre Laurie. Cependant, le médecin légiste ne peut pas déterminer les causes exactes de la mort. Le 15 avril 2005, Mark conclut un accord et il fut déclaré coupable. Il fut ainsi donc condamné à perpétuité avec une peine minimale de 6 ans. Oui, vous avez bien entendu, une peine minimale de 6 ans pour avoir tué sa femme enceinte. D'ailleurs, à ce sujet, sachez que l'état du corps n'a pas permis de déterminer si au moment de sa mort, Laurie était véritablement enceinte. Alors, le fait qu'il ait pris une peine de 6 ans ne veut pas dire qu'il va sortir au bout de 6 ans. Ça veut juste dire qu'au bout de 6 ans, il aura le droit de demander une libération conditionnelle. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner. On se retrouve dans une prochaine vidéo.